Je m'appelle Léo, j'ai 35 ans, et mon propre frère m'a invité à son dîner de fiançailles à la condition que je fasse semblant d'être un parfait inconnu. Avant de vous raconter le moment où son futur beau-père a démasqué ses mensonges et ruiné sa vie parfaite sous les yeux de tous, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Je me souviens du moment exact où ma vie a basculé pour toujours. C'était un mardi soir, il y a tout juste 3 jours, avant le grand dîner de fiançailles de mon frère aîné Alexandre. J'étais seul dans mes appartements au tribunal. Le bâtiment était complètement silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la climatisation. Je venais de finir de passer en revue une pile massive de dossiers juridiques, me frottant les yeux fatigués et attendant avec impatience de rentrer chez moi pour un appartement calme et un repas chaud. C'est à ce moment-là que mon téléphone portable a vibré contre le lourd bois de chêne de mon bureau. Je l'ai décroché, m'attendant à un message de mon greffier concernant l'ordre du jour du lendemain ou peut-être un rappel banal de mon calendrier. L'écran a illuminé la pièce sombre, affichant un message texte d'Alexandre. J'ai ouvert la notification, supposant qu'il m'envoyait les derniers détails pour le dîner de vendredi. Peut-être un rappel sur le code vestimentaire ou la situation du stationnement au Union Club, un lieu ultra exclusif dont il se vantait d'avoir réservé depuis des mois. Au lieu de cela, les mots que j'ai lus m'ont glacé le sang. Le message disait « Salut Léo, tu peux toujours venir au dîner de vendredi avec la famille de Chloé. Mais écoute, fais-moi une immense faveur. Ne mentionne pas que tu es mon frère. Dis juste que nous nous connaissons en ville. Son père est un juge fédéral. Et honnêtement, que tu parles de ton travail au tribunal, ça va juste me gêner. Reste discret. Merci. » Je n'ai pas cligné des yeux. Je suis resté assis dans la douce lumière de ma lampe de bureau et j'ai lu le message une deuxième fois, puis une troisième fois. Les mots n'avaient pas changé. L'audace pure et impardonnable de la demande planait dans l'air comme une fumée fétide. Il ne me demandait pas d'éviter un sujet controversé. Il ne me demandait pas de m'habiller joliment. Il me demandait d'effacer ma propre existence. Il exigeait que je renie ma propre lignée, mes propres parents et ma propre identité. Tout ça pour qu'il puisse paraître un peu plus impressionnant devant un homme qu'il cherchait désespérément à satisfaire. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau. Je ne l'ai pas jeté contre le mur. Je n'ai pas crié. J'ai juste serré le bord de mon bureau jusqu'à ce que mes phalanges deviennent complètement blanches. Une douleur vive et familière s'est installée profondément dans ma poitrine. C'était la douleur d'une vie passée à être mise de côté. Quelques minutes plus tard, le téléphone a vibré à nouveau. Un appel entrant. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère, Catherine. Je savais exactement pourquoi elle appelait. Elle était l'équipe de nettoyage. C'était elle qui apaisait toujours la cruauté d'Alexandre en la présentant comme un sacrifice nécessaire pour le bien supérieur de la famille. Je me suis éclairci la gorge, forçant ma voix à rester parfaitement neutre, et j'ai répondu à l'appel. « Bonjour, maman. » « Léo, chérie, a-t-elle commencé ?» Sa voix portait ce ton doucereux, incroyablement prudent qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que j'accepte quelque chose de profondément insultant sans faire d'histoire. Je parlais justement à Alexandre et il a mentionné t'avoir envoyé un petit message à propos de vendredi soir. Je veux juste m'assurer que tu comprends notre point de vue. C'est une très grande soirée pour lui. Une nuit cruciale. La famille de Chloé vient d'un milieu très prestigieux. Nous ne voulons simplement rien compliquer son image. Compliquer son image ? Ai-je demandé. Ma voix semblait creuse, résonnant légèrement dans les chambres silencieuses. Maman, il me demande de faire semblant de ne pas être son frère. Il me demande d'entrer dans une pièce et de nier que j'appartiens à ma propre famille. Ma mère a soupiré brusquement dans le combiné. C'était son signe distinctif d'irritation profonde. Oh Léo, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique. Ce n'est que pour une seule soirée. Tu as toujours été le difficile à ce sujet. Alexandre a une promotion majeure à venir dans son cabinet d'avocat et épouser Chloé cimente son statut dans ce monde. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour ces gens. Nous avons déjà tout arrangé. Nous allons faire asseoir le personnel à une table plus petite, au fond de la pièce, juste à côté des portes de service de la cuisine. Ce sera de toute façon beaucoup plus confortable pour toi là-bas. Tu n'auras pas à faire de petites conversations gênantes avec son père. Elle n'a même pas fait de pause pour me laisser répondre. Elle a juste débité l'heure à laquelle je devais arriver, m'a rappelé de porter un costume sombre et à raccrocher.
Je suis resté assis dans le silence écrasant de mon bureau pendant très longtemps. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville s'allumer contre le ciel sombre. Pendant 35 ans, j'avais accepté mon rôle désigné de personnage secondaire dans le magnifique et soigneusement orchestré spectacle d'Alexandre. J'avais avalé les insultes, les rejets et le favoritisme flagrant parce que je croyais que maintenir la paix était ce qu'un bon fils était censé faire. Mais en regardant l'écran sombre de mon téléphone, quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. Une nouvelle détermination glaciale a envahi tout mon corps. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le petit placard à manteau de mon bureau et j'ai regardé mon costume noir sur mesure pendu là. Je n'allais pas rester à la maison. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de mon absence. J'allais assister à ce dîner. J'allais me présenter exactement à l'heure, m'asseoir exactement là où ils voulaient que je m'assoie et les regarder construire leur pathétique château de cartes. Ce que ma famille n'a absolument pas réussi à comprendre, c'est que l'homme qu'ils essayaient si désespérément d'impressionner saurait exactement qui j'étais dès qu'il poserait les yeux sur mon visage. Si vous voulez comprendre comment une mère pourrait confortablement demander à son plus jeune fils de se cacher près des portes de la cuisine comme un secret honteux, vous devez comprendre la fondation toxique sur laquelle ma famille était bâtie. Dès que j'ai été assez âgé pour former des souvenirs, la dynamique de notre foyer était gravée dans la pierre. Il y avait Alexandre, l'enfant chéri incontesté, et puis il y avait Léo, la pièce de rechange. La disparité est devenue flagrante lorsque j'avais 14 ans. Mon grand-père est décédé, et après des funérailles sombres, la famille s'est réunie pour discuter de sa succession. Il y avait un modeste héritage. Mes parents, Philippe et Catherine, n'ont pas hésité une seule seconde. Ils ont pris chaque centime de cet héritage, l'ont combiné avec leurs propres économies, et l'ont versé directement dans un fonds d'études massif exclusivement pour Alexandre. Ils lui ont acheté une voiture neuve et rutilante la semaine où il a eu 18 ans. Ils ont payé des frais exorbitants pour ses tuteurs privés, l'ont envoyé à des camps de débat d'été d'élite, et ont finalement couvert ses frais de scolarité universitaire incroyablement coûteux sans une seule plainte. Ils lui ont construit une piste dorée, s'assurant qu'il n'aurait jamais à trébucher ou à lutter. Quand ce fut mon tour de terminer le lycée, le puits financier était complètement à sec. Je me souviens d'être resté dans la cuisine, tenant ma lettre d'acceptation à une bonne université d'État. Mon père m'a tapoté fermement l'épaule et m'a fait un sourire serré. « Léo, tu es un enfant solide. Tu t'en sortiras. Nous devons juste nous assurer qu'Alexandre se remet sur pied en ce moment. Il a de grandes choses devant lui. » Alors, je me suis débrouillé. Je n'ai pas eu de voiture. J'ai marché 2 miles sous la pluie et la neige pour travailler de longues heures dans un restaurant local. Rentrant à la maison avec l'odeur de graisse rance et de café fort. Je me suis inscrit dans un collège communautaire parce que c'était la limite absolue de ce que je pouvais me permettre seul. J'ai travaillé la nuit, les week-ends et les jours fériés pendant que mes camarades faisaient la fête. J'ai contracté des prêts étudiants écrasantes pour finalement être transféré dans une université de 4 ans, puis je me suis poussé encore plus fort pour passer l'école de droit. Je n'ai jamais demandé un seul sou à mes parents, et ils n'ont jamais offert d'aide. Alexandre, pendant ce temps, a traversé la vie grâce à son charme naturel et au filet de sécurité invisible que mes parents avaient méticuleusement tissé pour lui. Il est devenu un avocat d'affaires, passant ses journées à serrer des mains sur des terrains de golf immaculés, et se vantant bruyamment de son salaire de départ mirobolant. Il portait des costumes sur mesure, se coiffait les cheveux en arrière, et conduisait une voiture de sport de luxe louée qu'il ne pouvait probablement pas réellement se permettre sans étirer son crédit jusqu'à la limite absolue. J'ai pris un chemin très différent, beaucoup plus difficile. Juste après l'école de droit, je suis devenu avocat commis d'office. J'ai survécu avec un salaire misérable, à peine suffisant pour vivre, me battant bec et ongles dans des affaires compliquées, déchirantes et chaotiques. J'ai dû gérer des batailles de garde d'enfants féroces, des litiges familiaux tragiques, et des personnes désespérées qui n'avaient absolument personne d'autre pour les défendre. C'était un travail éreintant, épuisant l'âme, qui me tenait éveillé la nuit. Mais cela m'a appris la vraie valeur de la justice. Ma famille trouvait mon choix de carrière absolument risible. Lors de nos dîners de Thanksgiving gênants, Alexandre faisait tournoyer son coûteux vin rouge dans son verre, affichait un sourire condescendant, et disait bruyamment à travers la table, « Alors, Léo, toujours à défendre les rebuts locaux au commissariat ? Fais-moi savoir quand tu en auras marre du travail caritatif et que tu voudras un vrai travail. Je pourrais peut-être te décrocher un entretien dans notre salle de courrier. » Mes parents riaient généralement doucement,
sirotant leur boisson et me regardant avec un mélange de pitié et d'un léger embarras. Je ne me suis jamais disputé avec eux. Je n'ai jamais élevé la voix. J'ai juste gardé la tête baissée, mangé ma nourriture et me suis concentré sur mes objectifs. Finalement, j'ai rejoint le bureau du procureur, prenant en charge des affaires très complexes impliquant des politiciens corrompus et des réseaux massifs de fraude d'entreprises. J'ai bâti une réputation de personne implacable et incroyablement méticuleuse. C'est à ce moment-là que mon travail a attiré l'attention du juge en chef Bernard. Bernard était l'un des esprits juridiques les plus vifs et les plus intimidants de tout l'État. C'était un homme qui commandait le silence absolu lorsqu'il entrait dans une pièce. Bernard est devenu mon mentor. Il ne se souciait pas de mon nom de famille, de mon manque de richesse familiale ou des costumes bon marché que je portais au début de mes 20 ans. Il se souciait de mon esprit, de mon éthique de travail et de mon refus absolu de reculer devant la vérité, quelle que soit la puissance du défendeur. Sous sa stricte direction et après une décennie de travail acharné et épuisant, j'ai été nommé juge. Je suis devenu l'un des plus jeunes juges en fonction dans notre district. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Léo qui travaille au tribunal. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions. J'ai appris très tôt dans la vie que si des gens arrogants veulent profondément vous sous-estimer, la chose la plus intelligente à faire est de les laisser faire. Ils ne se sont jamais donné la peine de poser des questions sur les détails de ma carrière. Alors, je n'ai jamais offert les détails. Ils ont simplement supposé que j'apportais du café, classais des documents ou poussais des papiers pour un commis municipal. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que j'étais devenu. Et cette supposition arrogante allait devenir la plus chère erreur que mon frère ferait de toute sa vie. Le matin après avoir reçu ce message texte audio d'Alexandre, j'avais une réunion prévue avec le juge en chef Bernard. Son bureau était une pièce massive et imposante située au dernier étage du palais de justice. Les murs étaient tapissés du sol au plafond de lourds volumes juridiques reliés en cuir. L'air sentait toujours légèrement le vieux papier et le café noir fort. Bernard était un homme qui ne gaspillait pas ses mots. Il a levé les yeux d'une épaisse pile de mémoire juridique alors que j'entrais par sa lourde porte en bois, ses yeux incroyablement perçants captant immédiatement quelque chose de différent dans ma posture. « Tu as l'air d'un homme qui se prépare à une exécution, Léo, » a dit Bernard, sa voix grave résonnant dans la pièce silencieuse. Il a posé son stylo plume en or avec soin sur son bureau. « Qu'est-ce qui te tracasse ? Tu es généralement beaucoup plus concentré que ça. » Je me suis approché et me suis assis dans la lourde chaise en cuir en face de lui. J'ai exhalé lentement et longuement. Je parlais rarement de ma vie personnelle ou de la dynamique familiale au travail, mais Bernard était la figure paternelle de soutien la plus proche que j'ai jamais connue. J'ai fouillé dans la poche de ma veste, j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai ouvert le message de mon frère et j'ai glissé l'appareil sur le bureau en acajou poli. Bernard a pris ses lunettes de lecture, les a posées sur l'arête de son nez, et a regardé l'écran. Il a lu le texte. Le silence dans le grand bureau s'est étiré, devenant épais et incroyablement lourd. J'ai regardé ses yeux parcourir les mots une deuxième fois. Quand il a finalement levé les yeux et retiré ses lunettes, son expression était complètement illisible. C'était le même visage de pierre qu'il arborait en prononçant la peine de criminels endurcis. « Ton frère, » a dit Bernard slowly, articulant chaque syllabe avec une précision mortelle, « veut que tu renies ton propre sang parce qu'il est terrifié que tu le mettes dans l'embarras devant son futur beau-père. »« Oui, monsieur », ai-je répondu, gardant ma voix parfaitement calme, refusant de laisser la douleur transparaître. Ma mère a appelé peu après pour confirmer l'arrangement. Ils m'ont assigné une place spécifique au fond de la salle à manger, juste à côté des portes de service de la cuisine, afin que je ne perturbe pas leurs opportunités de réseautage. Bernard s'est adossé à sa grande chaise en cuir, joignant les doigts et posant son menton dessus. « Et qui exactement est ce juge fédéral que ton frère est si désespéré d'impressionner qu'il effacerait son propre frère ? » Lambert, ai-je dit simplement, juge Lambert du circuit fédéral. Pendant 5 secondes complètes, Bernard n'a pas bougé un seul muscle. Puis un sourire lent, incroyablement aiguisé, s'est répandu sur son visage buriné. Ce n'était pas un sourire chaleureux et amical. C'était le sourire dangereux d'un prédateur chevronné qui venait de repérer une proie très stupide et inconsciente errant sur son territoire. Il a lâché un petit rire grave et profond qui a résonné de manière inquiétante dans le bureau silencieux. Lambert, répéta Bernard, savourant presque le nom sur sa langue. Léo, réalises-tu exactement qui est cet homme ? Je le connais, bien sûr, dis-je, légèrement confus par la réaction de Bernard. Il est très respecté,
connu pour être incroyablement sévère envers la corruption d'entreprise et la criminalité en col blanc. Il ne se contente pas de respecter la loi, Léo, a dit Bernard, se penchant brusquement en avant, ses yeux brûlant d'un amusement intense et concentré. Il vous respecte. Lambert et moi avons dîné longuement ensemble il y a tout juste 2 mois. Nous avons passé la moitié de la soirée à discuter de votre récente décision sur l'affaire de fraude d'entreprise Henderson. Il a cité vos opinions écrites dans ses propres déclarations publiques à plusieurs reprises au cours de la dernière année. Il m'a explicitement dit qu'il pensait que vous étiez l'un des esprits les plus brillants et les plus capables actuellement en fonction. Je me suis assis en arrière dans ma chaise, l'air s'échappant soudainement de mes poumons alors que la réalité de la situation me frappait. Mon frère, dans sa tentative désespérée et pathétique de paraître important et riche, essayait de cacher la seule personne de toute sa famille qui commandait réellement le respect sincère de l'homme qu'il essayait de séduire. Alexandre construisait un énorme mensonge, complètement inconscient qu'il m'avait remis l'arme exacte nécessaire pour le détruire. Bernard s'est levé de son bureau et s'est dirigé vers le porte-manteau dans le coin de la pièce. À quelle heure est ce dîner de fiançailles vendredi ? 19h, dis-je, traitant toujours le changement massif de dynamique de pouvoir. Bien, a dit Bernard, enfilant sa veste de costume sur mesure et ajustant ses revers. Mets ton plus beau costume. Je viendrai te chercher dans ma voiture à 18h30 précise. Je ne manquerai ce dîner pour rien au monde. Il est temps que ta famille apprenne exactement qui ils ont bousculé. J'ai réalisé à cet instant, en regardant le visage déterminé de Bernard, que je n'allais plus tomber dans un piège humiliant. J'allais vers une confrontation dévastatrice. J'allais enfin laisser la vérité parler. Vendredi soir est arrivé avec un froid mordant et amer dans l'air de Boston. Exactement à 18h30, la voiture de ville noire élégante du juge en chef Bernard s'est arrêtée devant mon immeuble. Je suis sorti dans le froid, lissant les revers de mon costume sombre perfectly ajusté et me suis glissé sur le siège arrière. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet à travers le trafic urbain vers le Union Club. Nous n'avions pas besoin d'échanger des mots. L'air à l'intérieur de la voiture était très chargé, épais et lourd de l'anticipation tendue d'une énorme tempête sur le point de éclater sur une foule insoupçonnée. Le Union Club était exactement le genre d'établissement prétentieux, de vieille richesse, qu'Alexandre idolâtrait profondément. Il y avait des murs lambrissés d'acajou foncé, d'énormes lustres en cristal qui coûtaient plus cher qu'une maison, des peintures à l'huile de fondateur au visage sévère, et le son feutré et étouffé d'une richesse extrême. Nous avons déposé nos lourds manteaux d'hiver à la réception et avons marché lentement vers la salle à manger privée donnant sur les lumières scintillantes de la ville. Alors que nous approchions de la grande entrée de la salle à manger, j'ai immédiatement repéré ma famille. Mes parents se tenaient près du centre absolu de la pièce, tenant de délicates flûtes à champagne et riant beaucoup trop forte à une blague que quelqu'un venait de faire. Alexandre se tenait juste à côté d'eux, son bras étroitement et de manière possessive enroulé autour de la taille de Chloé. Il affichait son sourire le plus arrogant et le plus parfait, scrutant la pièce avec la satisfaction suffisante d'un homme qui croyait être enfin arrivé au sommet de l'échelle sociale. Dès que les yeux d'Alexandre se sont posés sur moi alors que j'entrais par les doubles portes, le faux sourire a instantanément disparu de son visage, sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai presque pu entendre ses dents grincer de l'autre côté de la pièce. Il s'est penché, a chuchoté quelque chose à la hâte à l'oreille de Chloé, a lâché sa taille, et a pratiquement sprinté à travers le tapis épais et coûteux pour m'intercepter avant que je ne puisse m'approcher des tables principales. Dans sa panique pure, il n'a même pas remarqué le juge en chef Bernard se tenant tranquillement juste un demi-pas derrière mon épaule droite. Les yeux paniqués d'Alexandre étaient entièrement concentrés sur la maîtrise de son plus grand problème perçu. Moi. Tu es en retard. Alexandre a sifflé entre ses dents, me saisissant le coude avec une poigne étonnamment forte et contondante. Et qui est-ce ? A-t-il demandé, jetant un rapide regard dédaigneux à Bernard sans prendre la peine de regarder réellement le visage de l'homme. Un collègue, ai-je dit doucement, retirant de force mon bras de sa poigne serrée et lissant ma manche. Avant qu'Alexandre ne puisse exiger que Bernard parte, Chloé s'est approchée derrière lui, sa robe de soirée élégante froissant doucement contre le tapis. Elle avait un visage très gentil, intelligent et des yeux vifs et observateurs qui semblaient capter chaque détail de l'interaction. Alexandre, a-t-elle dit poliment, sa voix mélodieuse. Tu ne vas pas nous présenter ? Alexandre a dégluti difficilement. Une perle de sueur visible s'est formée à sa naissance des cheveux, captant la lumière des lustres. Il a affiché un sourire complètement faux, incroyablement étrange et s'est tourné vers sa fiancée. Chloé chérie, bien sûr, voici Léo.
Il est au tribunal, fait des tâches administratives. C'est juste une vieille connaissance de la ville. Il n'a pas prononcé le mot frère. Il a prononcé ces mots dégradant directement à mon visage, me regardant droit dans les yeux, me défiant de le contredire. Il a effacé toute mon existence, toute notre enfance commune, là, au milieu de la pièce bondée. J'ai senti ma mâchoire se crisper involontairement, mais j'ai gardé mon visage absolument impassible. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, Léo, a dit Chloé chaleureusement, tendant la main. Je l'ai prise et l'ai serrée fermement. Le plaisir est entièrement le mien, Chloé. Félicitations à vous deux. Ma mère, Catherine, s'est approchée une seconde plus tard, ses yeux anxieux balayant nerveusement entre moi et la table principale où les parents influents de Chloé étaient assis. Léo, tu es là. Viens, viens, laisse-moi te montrer ta place tout de suite. Nous voulons que tu sois parfaitement à l'aise, à l'abri du passage principal. Elle nous a rassemblés, moi et Bernard, loin du centre de la pièce comme si nous étions des chiens errants, nous menant à une petite table exiguë nichée complètement dans le coin arrière du grand hall. Elle touchait pratiquement les lourdes portes battantes de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passait en courant avec un plateau de nourriture, un souffle d'air chaud et l'odeur de graisse de cuisson me frappaient la nuque. De ce point de vue humiliant, cependant, j'avais une vue parfaite et complètement dégagée de la table d'honneur. Je me suis assis tranquillement et j'ai regardé mon frère s'asseoir, bomber le torse comme un paon fier, et commencer sa routine écœurante de compliments pour le juge Lambert. Je me suis assis, j'ai soigneusement déplié ma serviette en lin impeccable et je l'ai posée sur mes genoux. Bernard était assis directement en face de moi, son visage calme, mais ses yeux vifs. Il a fait signe à un serveur qui passait et a commandé 2 verres de scotch pur. Ils t'ont vraiment mis près des portes de la cuisine, a murmuré Bernard, sa voix empreinte d'une fureur dangereuse et silencieuse. Il voulait que je sois hors de vue et hors d'esprit, ai-je répondu, regardant mon père se pencher et verser du vin coûteux à Lambert avec un sourire maladivement empressé et soumis. Eh bien, a dit Bernard, prenant une lente gorgée de son scotch et fixant directement la table d'honneur avec une concentration absolue. Voyons exactement combien de temps dure leur petite fantaisie. Le premier plat du somptueux dîner a été débarrassé par le personnel discret, et la grande salle à manger s'est installée dans un faible bourdonnement confortable de conversations polies et riches. C'est à ce moment précis que le juge Lambert a repoussé sa chaise et s'est levé. C'était apparemment une longue tradition pour lui de faire le tour de la pièce avec son propre verre, saluant personnellement chaque table d'invités avant que le plat principal ne soit servi. Depuis mon coin sombre au fond de la pièce, je l'ai regardé se déplacer méthodiquement de table en table. Il serrait fermement les mains, offrait de polis hochements de tête d'acquiescement, et échangeait de brefs mots agréables avec la famille élargie et les amis d'Alexandre. Alexandre le regardait comme un faucon, suivant chaque mouvement de son futur beau-père avec des yeux brillants. Alexandre avait l'air absolument ravi, vibrant pratiquement sur sa chaise avec une fierté écrasante que cet homme puissant domine la pièce et, par extension, valide le nouveau statut élevé d'Alexandre. Lambert s'est lentement dirigé vers l'arrière de la vaste pièce. Quand il a finalement tourné le coin et s'est approché de ma petite table exiguë près des portes de la cuisine, il avait un sourire social poli, un peu générique, affiché sur son visage, s'attendant clairement à saluer un cousin éloigné ou un collègue mineur. Puis il s'est arrêté. Il s'est figé complètement à mi-pas, sa coûteuse chaussure en cuir s'arrêtant maladroitement sur le tapis. Le sourire poli et générique a instantanément disparu de son visage, remplacé en une fraction de seconde par un regard de pur choc sans mélange. Il a cligné des yeux rapidement à 2 reprises, comme s'il essayait de s'assurer que sa vision ne lui jouait pas de tours terribles dans la lumière tamisée et atmosphérique du club. « Monsieur », a dit Lambert, sa voix grave et tonitruante coupant soudainement clairement le bavardage ambiant de la pièce. « Juge Léo, je n'avais absolument aucune idée que vous seriez présent ici ce soir. » La salle à manger entière est devenue silencieuse. C'était le genre de silence lourd et suffocant où l'on pouvait entendre une épingle tomber sur un tapis épais. À la table d'honneur de l'autre côté de la pièce, le verre de vin coûteux d'Alexandre s'est arrêté net à mi-chemin de sa bouche. Le visage de ma mère s'est complètement vidé de toute couleur, virant instantanément à un gris cendré affreux et maladif. Lambert s'est avancé rapidement, ignorant complètement le fait que j'étais assis près des portes de la cuisine bruyante, et a tendu ses 2 mains pour serrer les miennes avec enthousiasme et respect. « C'est un honneur absolu et un privilège de vous rencontrer enfin en personne, monsieur le juge. Le juge en chef Bernard m'a dit des choses brillantes et incroyables sur votre travail. J'ai lu vos récentes opinions écrites sur les affaires de responsabilité d'entreprise Henderson 2 fois.
Votre raisonnement juridique est l'un des meilleurs et des plus solides que j'ai vus en une décennie au tribunal. Je me suis levé lentement, gardant mon sang-froid, et j'ai serré fermement sa main. Merci beaucoup, juge Lambert. Cela signifie beaucoup de la part d'un homme de votre immense stature et expérience. Soudain, Alexandre est apparu juste à côté de nous. Il avait pratiquement sprinté à travers la pièce. Son visage était rouge paniqué et il respirait rapidement, sa poitrine se soulevant sous sa coûteuse veste de costume. Attendez, juge Lambert, il y a eu un énorme malentendu ici. C'est juste Léo. Il ne fait que des tâches administratives mineures au tribunal local. C'est juste une de mes connaissances. Il doit y avoir une confusion. Lambert a tourné lentement la tête pour regarder mon frère, ses épais sourcils grisonnants se plissant d'une profonde et sincère confusion. Une connaissance, un travail administratif mineur. Alexandre, qu'est-ce que tu racontes? Cet homme est l'honorable juge Léo. Il est l'un des juges les plus jeunes, les plus vifs et les plus respectés actuellement en fonction dans tout notre district d'État. La bouche d'Alexandre s'est ouverte en grand, mais aucun son n'en est sorti. Il m'a regardé, puis a regardé Lambert, haletant légèrement comme un poisson violemment tiré de l'eau et cherchant de l'air sur un quai sec. C'est à ce moment précis que le juge en chef Bernard a décidé de se lever de sa chaise. Il ne s'est pas précipité. Il a bougé avec la grâce lente, terrifiante et délibérée d'un bourreau s'avançant calmement vers le billot. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste sur mesure, a sorti son smartphone et a tapoté l'écran pour l'allumer. En fait, Lambert, a dit Bernard, sa voix grave portant sans effort à travers la salle à manger complètement silencieuse et stupéfaite. Alexandre sait exactement qui est Léo. Il sait parfaitement que Léo est un juge en fonction. Il ne voulait juste désespérément pas que vous le sachiez. Bernard a tourné l'écran lumineux du téléphone directement vers le visage de Lambert. C'est le message texte qu'Alexandre a envoyé directement à Léo il y a tout juste 3 jours, dictant les conditions de sa présence ce soir. Bernard n'a pas paraphrasé un seul mot. Il lut le texte à voix haute, sa voix résonnant d'une autorité incontestable, écho dans les murs d'acajou. Ne dis pas que tu es mon frère. Dis juste que nous nous connaissons en ville. Son père est un juge fédéral et que tu parles de ton travail au tribunal, ça va juste me gêner. Quand Bernard eut fini de lire le dernier mot, le silence qui suivit fut physiquement suffocant. Lambert fixa l'écran lumineux du téléphone un long moment. Puis il tourna lentement et délibérément la tête pour regarder directement mon frère. La chaleur, l'affection paternelle et le respect dans ses yeux avaient complètement disparu, remplacés instantanément par un regard si froid et dur qu'il aurait pu briser du verre par balle. Tu as caché ton propre frère, dit Lambert, sa voix baissant à un murmure dangereusement bas et furieux que tout le monde pouvait entendre. Tu as mis un juge en fonction hautement respecté près des portes de la cuisine et l'as forcé à renier son propre sang parce que tu pensais, avec arrogance, qu'il n'était pas assez bien pour s'asseoir avec ma famille. C'est un moment qui a tout changé quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de votre patience pour être arrivé jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Aidez-moi s'il vous plaît en aimant la vidéo et en laissant un commentaire avec le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'ici. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me fera également savoir que mes expériences sont significatives pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Personne dans la pièce n'a osé bouger d'un pouce. Mon père était figé à la table principale. Ses mains tremblaient visiblement au-dessus de son assiette de nourriture coûteuse et intacte. Ma mère avait l'air de vouloir vomir physiquement sur la coûteuse nappe. Alexandre regardait frénétiquement autour de la pièce, ses yeux balayant sauvagement de visage en visage, essayant désespérément de trouver une expression amicale, essayant de trouver un moyen miraculeux de sortir du piège dévastateur qu'il avait méticuleusement construit de ses propres mains. Lambert, s'il te plaît, je t'en supplie. Ce n'est pas ce que ça a l'air, bégaya Alexandre, sa voix se brisant pathétiquement dans la pièce silencieuse. Je voulais juste que la soirée soit absolument parfaite pour Chloé. Je voulais faire une impression impeccable sur vous. Léo et moi, nous avons une histoire très compliquée et difficile. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans, dit Chloé, sa voix résonnant. Elle s'approcha de la table principale, ses talons claquant fortement sur les bordures en bois dur et se tint juste à côté de son père. Elle n'avait pas l'air triste. Elle n'avait pas une seule larme aux yeux. Elle avait l'air absolument furieuse.
Elle regarda Alexandre comme si elle voyait un étranger hideux qui avait porté un masque très convaincant pendant les 2 dernières années. « Tu m'as menti, » dit Chloé, sa voix ferme, froide et coupante. « Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que ton frère était un échec total. Tu m'as dit qu'il était un embarras paresseux qui vivait au crochet de la bonne volonté de tes parents. Tu n'as pas seulement menti sur son travail prestigieux. Tu as menti sur le fondement même de ce que tu es en tant qu'homme. Tu es un lâche, Chloé. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi. » Alexandre a supplié, tendant une main tremblante pour lui toucher le bras. Elle a reculé instantanément, écartant sa main violemment, comme si son simple toucher lui brûlait la peau avec un mouvement rapide, fluide et incroyablement définitif. Elle a tendu la main gauche. Elle a saisi l'énorme, incroyablement coûteuse bague de fiançailles en diamant et l'a retirée de son doigt avec force. Elle ne l'a pas jetée à son visage. Elle n'a pas crié ni provoqué de scène hystérique. Elle l'a juste laissée tomber directement sur ma petite table en bois. Elle a frappé la surface dure avec un claquement sec et lourd qui a résonné fortement dans mes oreilles, comme le coup de marteau d'un juge rendant une sentence finale. « C'est fini », a dit Chloé froidement. « Ne me contacte plus jamais. » Les yeux d'Alexandre se sont écarquillés de pure panique absolue. Il a tourné sur lui-même et s'est jeté sur moi, saisissant les revers de ma veste de costume des 2 mains tremblantes. « Léo, s'il te plaît, tu dois leur dire. Dis-leur que ce n'est qu'un stupide malentendu. Dis-leur que nous plaisantons comme ça. S'il te plaît, pouvons-nous sortir et parler une seconde? Réparons ce gâchis en privé. » J'ai baissé les yeux sur ses mains désespérées et moites, serrant mon costume sombre. Je ne l'ai pas repoussé agressivement. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé avec un calme absolu, glacial et terrifiant. Je l'ai laissé ressentir tout le poids du moment. « Non, » ai-je dit, ma voix claire et résonnant dans la pièce complètement silencieuse. Tu étais parfaitement à l'aise de m'humilier devant une salle pleine d'étrangers riches. Tu étais parfaitement à l'aise de me cacher près des portes de la cuisine comme une ordure. Tu peux entendre ma réponse finale ici devant eux tous, aussi. Je n'ai absolument plus rien à te dire. Tu t'es attiré tout ça. Alexandre a lâché ma veste instantanément, trébuchant en arrière comme si mes mots l'avaient physiquement frappé à la poitrine. Il avait l'air complètement brisé, sa façade arrogante éclatée en 1 million de morceaux irréparables. Le juge Lambert a posé une main ferme et protectrice sur l'épaule de sa fille. Il a regardé férocement de l'autre côté de la pièce vers mes parents, qui se recroquevillaient activement dans leur chaise de salle à manger coûteuse, essayant de devenir invisibles. Ce dîner est officiellement terminé. Il n'y aura pas de mariage. La salle sera annulée demain matin. Et Alexandre, écoutez-moi très attentivement. Si jamais je vous vois près de ma fille ou n'importe où près de ma famille à nouveau, je vous le promets, vous ne perdrez pas seulement une bague de fiançailles. Vous perdrez toute votre carrière juridique. Je m'en assurerai personnellement. Lambert s'est retourné vers moi, son expression s'adoucissant légèrement alors qu'il m'offrait un hochement de tête rigide et incroyablement respectueux. Juge Léo, juge en chef Bernard, je m'excuse profondément que vous ayez été soumis à cette vile démonstration de caractère. Passez une bonne soirée en toute sécurité. Lambert et Chloé ont tourné les talons et sont sortis directement de la salle à manger, la tête haute, leur posture rigide. Le reste de leur famille élargie s'est immédiatement levé à l'unisson silencieux, a rassemblé ses affaires et les a suivis par la porte, laissant derrière eux une traînée pathétique de verres de vin à moitié vides et de plats gastronomiques complètement intacts. Alexandre s'est effondré lourdement sur une chaise voisine, enfouissant son visage rouge et en sueur dans ses mains tremblantes. Un sanglot bas et pathétique lui a échappé de la gorge. Ma mère a commencé à pleurer doucement, se tamponnant les yeux avec une serviette en lin, réalisant enfin que le monde de son enfant chéri venait de s'effondrer violemment. Mon père est resté assis, fixant le mur d'un air vide, sans voix. Je ne suis pas resté un instant de plus pour les regarder pleurer la mort soudaine et violente de leurs illusions. J'ai calmement ramassé mon manteau sur le dossier de la chaise. Bernard se tenait à mes côtés, boutonnant silencieusement sa veste de costume. Nous sommes sortis ensemble du Union Club, laissant ma famille ruinée assise dans le silence assourdissant de leur propre création. En sortant sur le trottoir, l'air froid et vif de la nuit de Boston m'a frappé le visage. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois en 35 ans, mes poumons se sentaient complètement clairs. Le poids lourd et suffocant de la recherche de leur approbation toxique était enfin parti. Laissé pour forever dans cette salle à manger,
assis juste à côté d'une bague en diamant jetée. Le lendemain matin du dîner désastreux au Union Club, je me suis réveillé dans mon propre lit juste avant le lever du soleil. Pendant les premières secondes, mon esprit était complètement vide, pris dans cet espace paisible et silencieux entre le sommeil et l'éveil. Puis les souvenirs de la nuit précédente sont revenus en une vague déferlante. Les lourdes portes en acajou, la petite table près de la cuisine, le choc absolu sur le visage du juge Lambert, le ton terrifiant de la voix du juge en chef Bernard alors qu'il lisait ce message texte à voix haute, et enfin, le claquement net et définitif de la bague de fiançailles en diamant de Chloé heurtant la table en bois. Je me suis assis lentement et j'ai fait passer mes jambes sur le bord du lit. Je me suis préparé à la vague familière d'anxiété, la lourde culpabilité qui accompagnait généralement tout conflit avec ma famille. Pendant 35 ans, mon système nerveux avait été conditionné à absorber leur colère, à intérioriser leur déception et à trouver comment je pouvais me faire plus petit, pour réparer tout le désordre que mon frère avait créé. Mais alors que j'étais assis là dans la lumière grise et silencieuse du petit matin de Boston, attendant que la panique me frappe, quelque chose d'incroyable s'est produit. La panique n'est jamais venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti une sensation de légèreté accablante et profonde. C'était comme si un poids physique énorme et suffocant avait été chirurgicalement retiré de ma poitrine pendant que je dormais. Je me suis levé, je suis entré dans la cuisine et j'ai commencé à faire du café noir fort. L'odeur des grains torréfiés a rempli le petit appartement, me ramenant à la réalité. Je me suis finalement approché du comptoir de la cuisine et j'ai pris mon téléphone portable. L'écran était absolument inondé de notifications. Il y avait 47 appels manqués, 14 de ma mère, Catherine, 10 de mon père, Philippe, et 23 d'Alexandre. Sous les appels manqués se trouvait une série de messages textes et de messages vocaux frénétiques, de plus en plus dérangés. J'ai versé mon café, je me suis assis à l'îlot de la cuisine et j'ai délibérément appuyé sur lecture du premier message vocal. C'était de ma mère. Léo. Sa voix crépitait dans le haut-parleur, haletante et complètement paniquée. Léo, décroche le téléphone tout de suite. Je n'arrive pas à croire ce que tu viens de faire. Tu as tout ruiné. Tu as complètement humilié ton frère devant les personnes les plus importantes de sa vie. Tu aurais pu simplement jouer le jeu. Tu aurais pu simplement prendre Lambert à part discrètement. Pourquoi as-tu laissé Bernard faire ça? Alexandre est complètement effondré. Chloé ne répondra pas à ses appels. Tu dois appeler son père tout de suite. Tu dois utiliser ta position pour arranger ça. Appelle-nous immédiatement. J'ai supprimé le message vocal sans écouter le reste. J'ai écouté le suivant. C'était mon père. Sa voix était plus basse, plus rauque, portant le ton lourd d'un patriarche déçu essayant de maîtriser un enfant désobéissant. Léo, ça a été beaucoup trop loin. Ta mère est inconsolable. Alexandre fait une dépression nerveuse complète dans le salon. La famille, c'est la famille, Léo. On ne fait pas ça à son propre sang. Nous t'avons donné la vie. Nous t'avons élevé. Tu nous dois de réparer ce gâchis. Viens ici tout de suite pour que nous puissions élaborer une stratégie pour reconquérir Chloé. J'ai supprimé celui-là aussi. Ensuite, il y avait un message d'Alexandre. Il a commencé par une respiration lourde et rauque. Léo. Léo, sale perdant vindicatif et jaloux. Tu avais planifié ça, n'est-ce pas? Tu as amené Bernard exprès pour détruire ma vie parce que tu as toujours été follement jaloux de moi. Tu crois que tu es si haut et puissant dans ton costume bon marché de tribunal? Tu n'es rien. Tu vas appeler Lambert et lui dire que tu as tout exagéré. Tu vas réparer ça ou je te jure devant Dieu. Le message s'est coupé brusquement. J'ai regardé l'écran sombre de mon téléphone. Il n'y avait plus de colère en moi. Il n'y avait plus de tristesse. Il n'y avait qu'une clarté cristalline absolue. Il n'était pas désolé de la façon horrible dont il m'avait traité. Il ne vivait pas un moment de profonde introspection. Ils paniquaient seulement parce que la bulle protectrice de mensonges qu'ils avaient construite autour de leur enfant chéri avait violemment éclaté. Et ils s'attendaient à ce que la personne qu'ils avaient jetée au loup revienne et la recouse pour eux. Je suis allé dans les paramètres de mon téléphone. J'ai sélectionné le contact de ma mère, le contact de mon père et le contact d'Alexandre. En 3 simples pressions de mon doigt, j'ai bloqué leur numéro de téléphone. J'ai bloqué leurs adresses e-mail. Je les ai bloqués sur toutes les plateformes disponibles. Juste comme ça,
le bruit chaotique qu'ils avaient apporté dans ma vie pendant 3 décennies et demie a été réduit au silence. Le lundi matin est arrivé et je suis entré au palais de justice avec une nouvelle vivacité. Les sols en marbre du hall semblaient briller un peu plus. Les gardes de sécurité hochaient respectueusement la tête en me voyant passer par l'entrée privée. J'ai enfilé ma robe de juge noir, je me suis assis derrière le lourd banc en bois de mon tribunal, et je me suis entièrement concentré sur la loi. J'ai écouté les arguments. J'ai lu des dossiers complexes, et j'ai rendu des décisions avec un esprit vif et lucide. J'étais exactement là où je devais être, construit de mes propres mains, debout sur mes propres pieds. Mais tandis que ma vie avançait avec une impulsion régulière et paisible, le monde soigneusement construit d'Alexandre implosait violemment. La communauté juridique de Boston n'est pas aussi vaste qu'il y paraît de l'extérieur. C'est un cercle restreint de juges, d'associés principaux et de procureurs qui assistent tous au même gala de bienfaisance, siègent au même conseil consultatif et mangent dans les mêmes restaurants chics. Les ragots dans ces cercles se propagent plus vite qu'un feu de forêt, surtout lorsqu'il s'agit d'une humiliation publique spectaculaire dans un endroit comme le Union Club. J'ai entendu l'histoire complète de la chute d'Alexandre environ 2 semaines plus tard. Je déjeunais rapidement dans une épicerie fine près du palais de justice avec un jeune avocat d'affaires nommé Lucas. Lucas travaillait occasionnellement avec notre bureau sur des réglementations financières complexes, mais son travail principal était celui d'associé junior dans le même prestigieux cabinet d'avocats d'affaires où travaillait mon frère. Lucas s'est assis en face de moi, arrachant nerveusement une serviette en papier en minuscule lanière. Il a regardé autour de l'épicerie bondée avant de se pencher près de son sandwich au pastrami. « Monsieur le juge », a commencé Lucas, sa voix un murmure bas et conspirateur. « Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais je pensais que vous deviez savoir. Les choses au cabinet ont été absolument explosives concernant votre frère. » J'ai pris une longue gorgée de mon thé glacé et je l'ai regardé calmement. « Je ne parle pas à Alexandre, Lucas, qu'est-ce qui s'est passé ?» Les yeux de Lucas se sont légèrement écarquillés devant mon calme, mais il s'est penché avec enthousiasme pour révéler les détails. « C'est arrivé jeudi dernier. Vous savez qu'Alexandre était sur le point d'obtenir une promotion massive, n'est-ce pas ? Il se vantait pratiquement dans la salle de pause qu'il était sur le point de devenir associé junior. Il parlait déjà de l'énorme augmentation de salaire et du bureau d'angle. Il pensait que le mariage avec la fille du juge Lambert était la clé finale pour convaincre les associés. J'ai hoché lentement la tête, le laissant continuer. Eh bien, jeudi matin dernier, les 3 associés fondateurs seniors ont appelé Alexandre dans la principale salle de conférence en verre. Tout le monde à l'étage l'a vu se produire. Selon l'assistante exécutive qui prenait des notes, les associés ne lui ont même pas demandé de s'asseoir. L'associé gérant, Monsieur Dubois, qui d'ailleurs joue au golf avec le juge Lambert tous les dimanches, a regardé Alexandre droit dans les yeux et a exigé une explication pour les rumeurs qui circulaient à propos d'un certain dîner au Union Club. J'ai posé mon verre, la glace tintant doucement. Les rouages des conséquences tournaient beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Alexandre a complètement paniqué, a poursuivi Lucas, sa voix chuchotée, mais bourdonnant pratiquement du drame. Il a essayé d'en rire. Il a essayé de dire aux associés que ce n'était qu'une stupide dispute familiale montée en épingle, mais Monsieur Dubois l'a interrompu. Monsieur Dubois lui a dit que le juge Lambert avait personnellement appelé le cabinet. Lambert n'a pas exigé qu'Alexandre soit licencié, mais il a clairement fait comprendre qu'il trouvait le caractère d'Alexandre fondamentalement indigne de confiance, trompeur et totalement dépourvu d'intégrité morale. Lucas a pris une profonde inspiration. Monsieur Dubois a regardé Alexandre et a dit la chose la plus brutale que j'ai jamais entendue dans un cadre professionnel. Il a dit, « Alexandre, si vous êtes à l'aise de mentir sur l'existence de votre propre frère de sang à un juge fédéral juste pour grimper l'échelle sociale, comment diable pouvons-nous vous faire confiance pour ne pas mentir à nos clients milliardaires ? Comment pouvons-nous vous faire confiance pour respecter les normes éthiques de ce cabinet quand vous n'avez aucune éthique personnelle à proprement parler ? » Et alors, ai-je demandé. Ma voix restant parfaitement égale, bien qu'un profond sentiment de justice fleurisse dans ma poitrine. Et ensuite ils l'ont viré sur le champ, a dit Lucas, se penchant en arrière dans sa chaise. J'ai remercié Lucas pour le déjeuner, j'ai payé l'addition et je suis retourné au palais de justice. Je n'ai ressenti aucun sentiment de triomphe vicieux, ni de pitié. J'ai simplement ressenti la vérité lourde et indéniable de la cause et de l'effet. Alexandre avait passé toute sa vie à valoriser les apparences superficielles plutôt que la substance véritable. Et au moment où le projecteur de la vérité l'a frappé, l'illusion s'est évaporée,
ne laissant absolument rien derrière. Mais l'effondrement de sa carrière n'était que le premier domino à tomber. Sans l'énorme salaire d'entreprise, sans le mariage imminent avec une riche héritière, le style de vie somptueux qu'Alexandre avait entièrement bâti sur une fondation de crédit et d'arrogance a commencé à se désagréger rapidement et violemment. Alexandre vivait dans un superbe appartement penthouse ultramoderne dans l'un des gratte-ciel les plus chers du quartier du centre-ville. Le loyer à lui seul était stupéfiant, un prix qu'il avait justifié en affirmant qu'il était nécessaire pour recevoir des clients puissants et ses futurs beaux-parents. Il conduisait une impeccable Porsche 911 grise ardoise, un véhicule qu'il louait à prix fort juste pour s'assurer que les valets des clubs de campagne le remarquaient lorsqu'il arrivait. Il s'était convaincu qu'il appartenait à une classe de personnes qu'il ne pouvait pas réellement se permettre d'intégrer. Et lorsque les revenus ont disparu du jour au lendemain, les créanciers ont frappé à la porte avec une efficacité impitoyable. Un mois après le dîner, la première fissure majeure de sa façade physique s'est brisée. Je n'en ai pas entendu parler par Lucas. Je rentrais d'un dîner tardif avec le juge en chef Bernard près du quartier financier lorsque nous avons tourné un coin et rencontré une scène qui semblait presque parfaitement scénarisée par un univers impitoyable. Garé illégalement devant un café haut de gamme se trouvait un camion de remorquage municipal lourd. Les feux jaunes clignotants projetaient de longues ombres tournantes contre les bâtiments en briques. Le dépanneur, un homme costaud en gilet fluo, attachait efficacement de lourdes chaînes métalliques à l'essieu avant d'une Porsche 911 gris ardoise très familière. Sur le trottoir, éclairé par les lumières de la rue, se tenait mon frère. Alexandre avait l'air complètement méconnaissable, loin de l'homme arrogant et soigné qui m'avait saisi le bras au Union Club. Il portait un survêtement froissé et un pull à capuche tachée. Ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés en arrière, étaient un nid d'oiseau désordonné et non lavé. Il agitait frénétiquement un morceau de papier vers le chauffeur du camion de remorquage. Sa voix un gémissement désespéré et suppliant qui résonnait dans la rue silencieuse. « S'il vous plaît, monsieur, vous ne pouvez pas prendre la voiture. J'ai le paiement ici. J'ai juste besoin de quelques jours de plus pour encaisser le chèque. J'ai besoin de cette voiture pour des entretiens. S'il vous plaît, si vous la remorquez, la banque va rompre tout le contrat de location. » Le chauffeur n'a même pas levé les yeux. Il a juste verrouillé le treuil, actionné un levier sur le côté du camion, et la Porsche brillante a été sans ménagement arrachée du trottoir, son alarme retentissant soudainement dans l'air nocturne. « Monsieur, voyez ça avec la banque. »« J'ai juste l'ordre de reprise de possession, » a dit le chauffeur d'une voix bourrue, montant dans la cabine de son camion et claquant la porte. Alexandre se tenait sur le trottoir, les mains tirant désespérément ses propres cheveux tandis qu'il regardait le symbole de sa fausse richesse être traîné dans la rue, les feux arrière rouges s'estompant dans le trafic de Boston. Bernard et moi nous tenions tranquillement dans l'ombre du bâtiment de l'autre côté de la rue. Nous n'avons pas traversé. Nous ne lui avons pas dit un mot. Nous avons juste assisté à la destruction absolue d'un homme qui avait choisi la vanité plutôt que sa propre famille. Une dure leçon, murmura Bernard doucement, ajustant le col de son manteau contre le vent. La seule qu'il allait jamais comprendre, ai-je répondu, tournant le dos à la scène et marchant vers la station de métro. Alors que la vie d'Alexandre partait en vrille, mes parents devinrent de plus en plus frénétiques. Comme j'avais bloqué leur numéro de téléphone, ils eurent recours à la seule voie qui leur restait, le service postal. Ils commencèrent à envoyer de longues lettres manuscrites à mon bureau au tribunal. Mon greffier, connaissant la situation, demanda si je voulais qu'elle soit jetée directement au destructeur. Pendant quelques semaines, j'ai dit oui. Mais finalement, une lettre est arrivée dans une épaisse enveloppe rouge qui a attiré mon attention. Elle était entièrement écrite de la petite écriture anxieuse de ma mère. Je me suis assis à mon bureau, j'ai brisé le seau de cire, et j'ai déplié le lourd papier. C'était une leçon magistrale de manipulation émotionnelle, une tentative désespérée de réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à son récit. La lettre s'étendait sur 4 pages complètes. Elle commençait par déplorer la dévastation totale de l'unité familiale. Elle écrivait en phrases dramatiquement soulignées comment Alexandre avait perdu son appartement et dormait actuellement sur le canapé de leur salon. Puis vint le chantage émotionnel utilisant le passé. « Léo, écrivit-elle, tu dois comprendre les sacrifices que nous avons faits. Quand ton grand-père est décédé, nous avons utilisé tout son héritage pour construire le fonds d'études d'Alexandre parce que nous savions qu'il avait le potentiel d'être une star. Nous lui avons donné tous les avantages pour qu'il puisse élever cette famille. Et tu as tout détruit en une seule soirée incroyablement égoïste. Tu as laissé ton orgueil détruire l'avenir de ton frère.
Tu dois contacter le juge Lambert immédiatement. Tu dois lui dire que tu pardonnes à Alexandre. Tu as le pouvoir d'arrêter cette hémorragie. Un bon fils n'abandonne pas sa famille quand elle est à terre. J'ai lu les mots et un sourire froid et sombre a effleuré mes lèvres. Elle croyait vraiment que l'héritage de mon grand-père, l'argent qui aurait dû être partagé entre nous, avait été légitimement donné entièrement à Alexandre pour en faire une star. Elle croyait vraiment que j'étais le méchant pour avoir simplement existé dans la même pièce que la vérité. J'ai pris un stylo noir, j'ai écrit les mots « Retour à l'expéditeur »,« Adresse inconnue » sur le devant de l'enveloppe rouge, et je l'ai rendu à mon greffier. Ce fut la toute dernière communication que j'ai jamais eue avec ma mère. J'ai réalisé qu'essayer d'expliquer la réalité à des gens entièrement dévoués à leurs illusions, c'est comme essayer de verser de l'eau dans un verre déjà plein de poison. La seule chose que vous accomplirez, c'est de renverser l'eau. Quelques jours plus tard, une lettre d'un genre très différent est arrivée à mes chambres. C'était une petite enveloppe élégante, de couleur crème. L'écriture sur le devant était ample, précise et belle. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu le papier épais et coûteux. Immédiatement, je l'ai ouverte soigneusement avec un coupe-papier. À l'intérieur se trouvait une seule carte. Le message était concis, mais il portait un poids immense et profond. J'ai lu la lettre 3 fois. Une paix profonde s'est répandue dans tout mon être. J'ai soigneusement placé la carte de couleur crème dans le tiroir supérieur de mon bureau. La gardant comme un rappel silencieux que parfois les tempêtes les plus destructrices sont en fait envoyées pour dégager le chemin vers quelque chose de bien meilleur. Je suis retourné au travail. J'ai baissé la tête, me suis concentré sur mes dossiers et j'ai laissé le bruit de ma famille biologique se fondre entièrement dans le bruit de fond de la ville. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pris de nouvelles d'Alexandre. Je ne me suis pas demandé si mes parents allaient bien. J'avais enfin appris la leçon la plus difficile de ma vie d'adulte. On ne peut pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. J'avais chirurgicalement enlevé l'infection, et pour la première fois, je prospérais vraiment. Exactement 1 an et 2 mois après ce dîner fatidique au Union Club, le réveil à côté de mon lit s'est déclenché à 5h30 du matin. J'ai tendu le bras, l'ai éteint, et je me suis allongé sur le dos, regardant la lumière du soleil du petit matin filtrer à travers les stores de la fenêtre de ma chambre. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui était un jour qui validait chaque quart de nuit au restaurant, chaque paiement écrasant de prêts étudiants, chaque heure angoissante passée à étudier dans la lumière tamisée de la bibliothèque publique, et chaque indignité silencieuse que j'avais subie aux mains de ma propre famille. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai allumé les lumières vives du plafond et je me suis regardé dans le miroir. Il y avait quelques cheveux gris de plus à mes tempes qu'il y a 1 an, mais le visage qui me regardait était détendu, confiant et entièrement en paix. Je me suis rasé soigneusement, prenant mon temps, l'eau chaude apaisant ma peau. Je suis entré dans mon placard et j'ai sorti un tout nouveau costume. Ce n'était pas un vêtement bon marché prêt à porter acheté avec un salaire de défenseur public. 2 mois auparavant, un poste vacant s'était ouvert à la Cour d'appel d'État, un siège judiciaire de haut niveau très convoité qui exigeait un dossier impeccable, d'immenses connaissances juridiques et le respect absolu de la communauté juridique. Mon nom n'avait pas seulement été discrètement soumis. Il avait été agressivement défendu par le juge en chef Bernard et fortement soutenu par le juge Lambert et son vaste réseau de collègues fédéraux. Le processus de confirmation avait été éreintant, exigeant, et exactement le genre de défi intellectuel rigoureux dans lequel je m'épanouissais. Lorsque le vote final a confirmé ma nomination à la cour d'appel, je n'ai pas célébré avec du champagne coûteux ou de grandes fêtes. J'étais simplement allé au bureau de Bernard, lui avais serré la main, et l'avait remercié d'avoir vu le potentiel d'un jeune avocat alors que sa propre famille ne voyait qu'une ombre. Je m'habillais méticuleusement, drapais mon manteau sombre sur mon bras, et prenais un taxi pour le principal palais de justice cérémonielle du centre-ville. La salle d'audience cérémonielle est l'un des espaces les plus époustouflants de la ville. Elle présente de vastes plafonds voûtés avec des boiseries en plâtre complexe, de hautes fenêtres en vitrail qui projettent des motifs géométriques colorés sur les parquets d'acajou poli, et des rangées de lourds bancs en chêne conçus pour accueillir des centaines de personnes. Lorsque j'ai franchi les lourdes doubles portes, la salle était déjà remplie à pleine capacité. Le faible bourdonnement des conversations excitées remplissait le grand espace. J'ai marché lentement dans l'allée centrale et ma poitrine s'est gonflée d'une émotion si puissante qu'elle a menacé de me couper le souffle. J'ai regardé les visages qui se tournaient pour me sourire. Au premier rang, vêtu de sa propre lourde toge, était assis le juge en chef Bernard. Il m'a fait un lent signe de tête,
profondément fier, ses yeux perçants se plissant au coin. Assis juste à côté de lui se trouvait le juge Lambert, qui s'est levé et m'a offert une poignée de main chaleureuse et ferme alors que je passais. Derrière eux étaient assis des dizaines de mes collègues, d'anciens greffiers, des avocats de la défense avec qui j'avais argumenté, et des procureurs que j'avais encadrés. Chaque personne dans cette immense pièce, si vivement éclairée, était là parce qu'elle respectait mon intelligence, mon intégrité et mon engagement inébranlable envers la vérité. Ils étaient là parce que j'avais gagné ma place parmi eux par ma seule persévérance et ma substance. J'ai regardé la section désignée pour les places familiales. Elle était complètement remplie de mes amis les plus proches, de mes mentors et des personnes qui avaient activement choisi de me soutenir. Ma mère biologique n'était pas là. Mon père biologique n'était pas là. Et Alexandre, l'enfant chéri qui avait passé toute sa vie à essayer de s'assurer que je restais invisible, était complètement absent. Il n'avait pas été invité. Il n'avait pas été informé. Pour autant que je sache, Alexandre dormait toujours sur le canapé de leur salon, blâmant le monde entier pour les conséquences de ses propres actions désastreuses. Certaines personnes de l'extérieur pourraient qualifier ma décision de les exclure de dur. Certains pourraient dire qu'une cérémonie de prestation de serment est un événement familial et que le lien du sang devrait toujours être pardonné. Mais en me tenant là, dans la chaleur de cette salle d'audience, je connaissais la vérité absolue. La famille n'est pas automatiquement prouvée par le sang partagé. Le sang n'est qu'un accident biologique. Le sang avait été utilisé contre moi comme levier, comme outil de manipulation, comme excuse pour le silence, et comme arme de honte profonde. La vraie famille est prouvée par le respect absolu. Elle est prouvée par les personnes qui disent la vérité à votre sujet dans des pièces où mentir serait beaucoup plus facile et beaucoup plus profitable. La vraie famille est prouvée par les personnes qui se tiennent fièrement à vos côtés dans la lumière sans jamais vous demander de vous réduire pour qu'elles se sentent à l'aise. J'ai monté les marches en bois jusqu'à la plateforme surélevée. Le greffier a appelé la salle massive à l'ordre. Toute la foule s'est levée dans un unisson respectueux parfait. Le bruissement des tissus a résonné contre les plafonds voûtés. Le juge en chef Bernard s'est avancé, tenant la lourde Bible reliée en cuir. J'ai posé ma main gauche fermement sur la couverture usée et j'ai levé ma main droite haut dans les airs. J'ai regardé la foule une dernière fois, mes yeux fixant ceux de Bernard. J'ai pris une profonde et régulière inspiration. Moi, Léo, ai-je commencé, ma voix résonnant claire, forte et inébranlable, rebondissant sur les murs d'acajou, jure solennellement que j'administrerai la justice sans distinction de personne, et rendrai justice égale aux pauvres comme aux riches. Alors que je prononçais les mots anciens et lourds du serment, j'ai pensé à cette petite table exiguë près des portes de la cuisine au Union Club. J'ai pensé à quel point mon frère avait travaillé pour me faire disparaître dans l'arrière-plan. Et j'ai pensé à l'ironie profonde et indéniable de tout cela. Dans sa tentative désespérée et lâche de m'effacer de son monde, la seule personne qu'il avait réussi, de manière permanente, à effacer de ce monde, c'était lui-même. Lorsque le serment fut terminé, toute la salle d'audience a éclaté en applaudissements assourdissants. J'ai enfilé la lourde robe noire d'un juge d'appel senior, le tissu sombre se posant sur mes épaules comme une armure parfaitement ajustée. J'ai souri, un sourire authentique, complètement libéré, et j'ai avancé vers le chapitre le plus lumineux de ma vie.